Il existe un type de silence qui n'apporte pas la paix. Il flotte dans l'air comme une fumée épaisse, étouffant tout autour. Ce n'est pas le silence du calme, mais celui de la stratégie. Un vide soigneusement orchestré pour interrompre le flux de la vérité et affaiblir ta présence. Tu parles, tu te plains, tu exposes quelque chose qui t'a fait mal, mais de l'autre côté, pas de réponse. Juste des yeux qui clignent lentement et une atmosphère qui commence à tourner contre toi. Ce silence n'est pas vide. Il est plein de choses non dites, mais qui pèsent comme si elles avaient été criées. C'est une pause qui devient pression. L'environnement change. Le sol se déplace subtilement. Et avant que tu t'en rendes compte, ce n'est plus sur ce que tu as dit, mais sur ce qu'elle n'a pas répondu. L'absence devient une arme, et l'inconfort change de camp. Tu te mets en décalage avec ton propre raisonnement. Tu commences à te demander si tu as été trop dur, si tu t'es mal exprimé, si tu as exagéré. Le focus de la conversation, avant clair, est maintenant flou. L'absence de réaction se transforme en miroir, où tes mots reviennent déformés, te faisant douter de la légitimité de ta propre douleur. Ce type de silence n'est pas de l'inattention, c'est du calcul. Il existe pour te déstabiliser, pour te faire remplir les espaces avec des justifications, des excuses, des tentatives de réconciliation qui devraient venir de l'autre côté. Mais elles ne viendront pas, parce que le jeu a déjà tourné avant même que tu t'en rendes compte. Et maintenant, c'est toi qui essaies de réparer. Si tu as déjà senti ce silence te dominer, c'est que tu es entré sur un terrain où le discours cesse d'être de la communication et devient du contrôle. Et pour celui qui comprend la force d'un silence bien placé, parler devient inutile. Si ce contenu te parle, profite maintenant pour t'abonner à la chaîne et laisser un like. Ça aide énormément à continuer à apporter des réflexions comme celle-ci. Il y a un instant presque imperceptible où tout s'inverse. Tu es là, en train d'essayer d'exprimer quelque chose de légitime, une frustration, une blessure, un malaise qui s'est accumulé. Tu parles avec précaution, parfois même avec douleur, mais quelque chose change dans l'air, subtilement, comme un léger déplacement d'ombre. Et soudain, le focus n'est plus sur ta douleur, il est sur la façon dont tu as parlé, sur le ton, sur le choix des mots, sur le moment inapproprié que tu as choisi pour parler. C'est comme si une force invisible inversait les pôles de la situation. Cette personne qui devrait, au minimum, t'écouter, se replie maintenant comme si elle était attaquée. Regarde avec des yeux de jugement ou avec une fausse fragilité. S'offusque, ferme l'expression, dis qu'elle est injustement traitée. Le récit t'échappe des mains comme du sable fin, et quand tu essaies de le retenir, il est déjà trop tard. Maintenant, tu es sur la défensive, en train de te justifier, d'essayer d'expliquer que tu n'as pas voulu blesser, et le plus pervers, d'essayer de réconforter celle qui devrait te réconforter. Cette inversion est répétée, pas dans un théâtre conscient, mais dans un instinct modelé au fil du temps. Un mécanisme automatique de survie émotionnelle qui transforme n'importe quelle critique en attaque, n'importe quelle plainte en violence symbolique. La victime réelle disparaît au milieu de la distorsion, et la scène est réorganisée pour un nouveau scénario, où c'est toi qui ressens la culpabilité. Dans ces moments, tu ne remarques même pas que tu es piégé dans une danse soigneusement montée. Tu passes de celui qui veut être compris à celui qui doit se justifier. Tes mots perdent de la force. La scène change. Son malaise prend le centre, tandis que le tien s'efface sur les bords. Et quand tout se termine, non seulement tu n'as pas été entendu, mais tu repars avec un poids encore plus grand sur les épaules. Cette inversion n'est pas une coïncidence. C'est un schéma, un type de bouclier émotionnel qui ne protège pas, mais manipule. Et le plus troublant, c'est que ça marche si bien parce que ça se nourrit de ton sens des responsabilités affectives. Le même sens qui devrait être valorisé est utilisé contre toi. Il y a une habileté subtile, presque invisible, qui transforme la vulnérabilité en attaque. Tu partages ta douleur en espérant de l'empathie. Tu révèles un malaise en attendant du soutien. Mais en le faisant, tu remarques quelque chose de déconcertant. Ta douleur te revient comme si c'était une agression. Peu importe à quel point tu es prudent, à quel point ton sentiment semble vrai, la réponse arrive comme si tu avais commis une grave erreur. Et le plus confus, tu sens que tu dois t'excuser pour t'être fait mal. C'est le jeu de l'inversion émotionnelle, un mécanisme déguisé en dialogue. Il ne crie pas, n'accuse pas directement, mais cache entre des phrases douces une logique venimeuse. Si tu es blessé, c'est parce que tu as trop jugé. Si tu es déçu, c'est parce que tu attendais trop. Si tu es frustré, c'est parce que tu exigeais trop. Le problème n'est jamais ce qui t'est arrivé.
Le problème est comment tu as réagi, comment tu as ressenti, comment tu as parlé. Peu à peu, ta douleur perd sa légitimité. Elle se transforme en signe de faiblesse, d'exagération, de drama. Tu commences à douter de ta propre perception. Était-ce vraiment tout ça? Est-ce que je n'interprète pas mal? Le doute s'installe comme un brouillard. Et plus tu essaies d'expliquer, plus ça ressemble à une défense contre quelque chose qui ne devrait pas être un crime. Ressentir. Dans ce jeu, celui qui inverse l'émotion n'a pas besoin de crier. Il suffit d'insinuer. Un regard qui se ferme. Une phrase comme « tu fais toujours ça ». Un ton de voix qui ne colle pas avec les mots. De petits détails qui te jettent la faute dessus sans qu'elle ait besoin d'être dite. Et quand tu essaies de pointer ce qui se passe, une fois de plus, tu as l'air d'exagérer. Parce que tout était trop subtil pour être prouvé, mais assez fort pour être ressenti. La perversité de ce jeu est dans la façon dont il mine ta confiance intérieure. Parce qu'en transformant ta douleur en accusation, il t'empêche de la reconnaître comme légitime. Tu arrêtes de te permettre de ressentir, et à cet instant précis, tu commences à te déconnecter de toi-même. Tout contrôle ne se présente pas avec imposition. Parfois, il vient t'envelopper dans des mots doux, des gestes prudents et des expressions qui simulent la compréhension. Mais il y a un détail caché dans les entrelignes, une différence subtile entre empathie réelle et sensibilité stratégique. La première écoute, la seconde observe pour ajuster le comportement des autres. La première accueille, la seconde réorganise le jeu émotionnel. Tu commences à le remarquer quand elle semble toujours savoir comment tu vas réagir. Quand ces mots arrivent avec une précision qui te désarme. Quand elle semble prévoir ton malaise avant même que tu le verbalises, et le redirige de façon si délicate que, pendant un instant, tu crois être dans l'erreur de ressentir ce que tu ressens. C'est à ce moment que le contrôle s'infiltre, pas comme une force brute, mais comme des fragments dispersés de manipulation. Elle peut dire qu'elle comprend, mais à la fin de la phrase, il y a toujours une subtile correction de ta version. Peut reconnaître ta douleur, mais juste après va rappeler comment ça la blesse aussi, en égalant des expériences de façon injuste, ou alors se montre trop fragilisée pour gérer tes vérités, créant un genre de veto émotionnel. Tu te vois obligé de peser chaque sentiment avant de l'exposer, comme si ta douleur avait besoin d'une autorisation pour exister. Ces fragments de contrôle sont efficaces parce qu'ils ne déclenchent pas d'alarme. Au contraire, ils réconfortent, créent une illusion de sécurité, d'intimité, de soin. Et dans cette zone d'apparente proximité, tu baisses des défenses que tu n'aurais jamais dû abandonner. Tu commences à douter de ta lecture des faits, à réécrire mentalement les conversations, à revoir constamment ta posture, pas par autocritique, mais par peur de blesser une sensibilité qui peut se retourner contre toi à tout moment. C'est comme ça que la manipulation la plus dangereuse se construit, pas comme un cri, mais comme un soupir, pas comme une censure, mais comme une caresse douce, pas comme une confrontation, mais comme un soin stratégique. Et quand tu t'en rends enfin compte, tu es déjà modelé, en pensant d'abord à comment elle va se sentir avec ce que tu dis, plutôt qu'à si toi tu te sens entier avec ce que tu vis. Il existe une couche de communication qui n'a pas besoin de son. Elle habite les espaces entre une phrase et une autre, dans les pauses qui s'étirent, dans les regards qui fuient, dans les sourires qui n'atteignent pas les yeux. Dans ce territoire, ce qui n'est pas dit parle plus fort que n'importe quel discours. Ce sont ces absences qui portent des messages et modèlent les comportements. Parce que quand quelqu'un maîtrise le silence, il contrôle le rythme de la conversation, contrôle ton urgence, contrôle jusqu'à quel point tu te permets de ressentir. As-tu déjà remarqué comment, parfois, ce qui n'est pas répondu fait plus mal que n'importe quel mot blessant? Quand tu dis quelque chose d'important et que tu reçois en réponse juste un silence prolongé, un regard vague ou un changement de sujet pensé au millimètre, une partie de toi comprend. Ce que tu ressens n'a pas sa place ici. Et pourtant, tu continues d'essayer. Parce que le non-dit ne ferme pas la conversation. Il la prolonge en toi. Ce type de communication silencieuse n'est pas passif. Il est actif, méticuleux, orchestré pour générer des doutes. L'absence de réponse t'oblige à créer des réponses toi-même. Tu commences à interpréter les gestes, à repasser les conversations, à remplir les vides avec des hypothèses. Et sans t'en rendre compte, tu dépenses déjà de l'énergie à essayer de comprendre ce qu'elle voulait dire avec ce silence, avec ce bof, avec ce « je ne veux pas en parler maintenant ». Les mots non dits créent un labyrinthe psychologique, un espace où la logique ne marche pas, où tout peut être interprété de plusieurs façons, et aucune ne t'apporte de certitude. Et dans cet environnement d'incertitude, elle garde le pouvoir.
Parce que celui qui contrôle est celui qui décide quand la conversation commence, quand elle finit, et quand elle se dissout simplement dans l'air. Ce qui n'est pas dit te retient plus qu'un long discours, parce que tu ne peux pas contrer le silence. Tu ne peux pas affronter un geste vague. Il n'y a pas de preuve, pas de traces. Il ne reste que l'effet, et cet effet modèle ton comportement, te fait parler moins, questionner moins, ressentir moins, jusqu'à ce que tu deviennes la version la plus silencieuse de toi-même, pour ne plus provoquer de silence chez l'autre. Il y a une forme raffinée de manipulation qui ne nie pas les faits, mais les dissout, ne refuse pas l'existence d'un problème, mais embrouille les chemins qui y mènent. Dans ce jeu, la faute n'est jamais d'un seul. Elle est partagée, divisée en parts égales, même quand les gestes, les erreurs et les blessures pointent dans une direction très claire. Et, lentement, tu apprends que, chaque fois que quelque chose tourne mal, tu y es aussi pour quelque chose. Toujours. C'est le cœur de la culpabilité partagée. Un concept qui semble juste au premier abord. Après tout, dans toute relation il y a deux côtés, deux corps, deux histoires. Mais quand cette idée est utilisée comme outil de distorsion, elle se transforme en piège. Parce que peu importe ce qui arrive, il y aura toujours un détail chez toi qui justifiera la réaction de l'autre. Un regard, un mot mal placé, une mauvaise journée. Il y aura toujours une raison pour que ta douleur soit relativisée. Et la culpabilité se modèle, comme un brouillard qui s'adapte au récipient. Parfois, elle arrive avec des phrases comme « Toi aussi, tu me fais sentir comme ça » ou « Ce n'est pas toi qui souffres seul ». D'autres fois, avec des souvenirs d'erreurs passées, utilisés comme bouclier pour les erreurs présentes. Et ainsi, le focus de la conversation n'est plus ce que tu as ressenti, mais ce que vous avez tous les deux provoqué. Comme si la douleur, pour être valide, devait être unilatérale. Comme si, en reconnaissant que tu as aussi fauté, tu renonçais automatiquement au droit d'avoir été blessé. Cette logique est puissante parce qu'elle s'appuie sur ton empathie, sur ton désir d'être juste. Tu commences à accepter de petites fautes pour maintenir l'harmonie. Ensuite, des fautes plus grandes pour éviter les conflits. Et quand tu t'en rends compte, tu portes des poids qui ne t'appartiennent pas, en demandant pardon pour des douleurs que tu n'as pas causées, en t'expliquant pour des réactions qui ont été provoquées chez toi. C'est dans cette inversion que le contrôle se consolide. Quand la responsabilité cesse d'être un point de départ pour le dialogue et devient un mécanisme de défense pour celles qui devraient écouter. Parce que partager la faute n'est pas toujours un geste d'humilité. Parfois, c'est une stratégie, une façon de diluer le problème jusqu'à ce qu'il disparaisse, sans jamais avoir été vraiment résolu. Toute manipulation n'est pas un acte clair. Souvent, elle se révèle dans les détails presque invisibles, pas dans ce qui est dit à voix haute, mais dans ce qui se passe dans les entrelignes, dans les coupes subtiles, dans les regards qui glissent au loin au moment exact où tu essaies d'être entendu. Ce sont ces micro-tactiques d'évitement qui, peu à peu, rongent la structure de toute tentative sincère de communication. Tu commences à parler de quelque chose d'important, quelque chose qui t'a marqué, qui te pèse, mais elle détourne le regard, change de sujet, rit sans conviction, ou lâche une phrase générique comme « on en a déjà parlé ». Tu reviens toujours là-dessus, ou « c'est du passé ». Ces mots ne crient pas, ils n'attaquent pas. Mais ils fonctionnent comme de petites flèches empoisonnées. Ils dévient le cours de la conversation avant qu'elle ne s'approfondisse. Et avec le temps, il devient aussi ta volonté de parler. Minimiser est une autre arme silencieuse. Tout ce qui t'affecte est traité comme exagéré. Tu prends tout personnel. Ce n'était pas si grave. Tu es trop sensible. Et quand ces phrases se répètent souvent, tu ne doutes pas seulement de la gravité de ce que tu as ressenti. Tu commences à douter de ta propre capacité à percevoir. La réalité se modèle autour de sa vision à elle, et ce que tu ressens perd sa place dans le récit. Mais peut-être la plus cruelle de ces micro-tactiques est la confusion, la manipulation subtile qui embrouille les faits, réordonne les souvenirs, réinterprète les phrases. Tu te souviens d'avoir dit quelque chose clairement, mais elle répond avec une autre version, une où tes mots prennent des tons que tu n'as pas utilisés, des intentions que tu n'avais pas, ou des effets que tu n'as pas vus. Et si tu insistes, elle affirme avec fermeté que c'est comme ça que ça a sonné. Et alors, encore une fois, tu recules. Pas parce que tu as tort, mais parce que tu es fatigué. Ces fuites émotionnelles ne sont pas des erreurs de communication. Ce sont des systèmes, des stratégies créées pour maintenir la structure de pouvoir intacte, sans confrontation directe. Parce que si tout est dévié, minimisé ou confondu, rien ne peut être résolu. Et dans un espace où rien ne se résout, celle qui domine la confusion garde le contrôle. Dans certaines relations,
Il y a un déséquilibre silencieux qui s'installe, presque imperceptible au début, mais qui avec le temps devient la règle cachée de toute interaction. C'est la logique invisible que son malaise a toujours plus de poids que le tien. Plus d'urgence, plus de droit d'exister, plus de protection autour. Tandis que tes douleurs sont mises en pause, expliquées, justifiées, les siennes sont sacrées, intouchables, inquestionnables. Il suffit d'un mouvement de ta part pour que la balance penche. Si tu hausses la voix, tu es agressif. Si tu te tais, tu es distant. Si tu te plains, tu es ingrat. Mais quand c'est elle qui s'éloigne, explose ou se tait, ça se lit comme de la sensibilité, comme de l'intensité émotionnelle, comme des traumas non résolus. Et alors, la responsabilité de contenir les dégâts retombe encore sur toi, parce que si elle se ferme, c'est toi qui dois comprendre. Si elle pleure, c'est toi qui dois consoler. Si elle fuit, c'est toi qui dois la chercher. Avec le temps, tu apprends à te modeler à son humeur, à peser tes mots avant de parler. À te préparer émotionnellement pour être gentil, même quand tu es blessé. À supporter d'être ignoré pour ne pas générer un conflit plus grand. Et cette adaptation constante se transforme en rituel quotidien d'effacement. Tu ne remarques pas que tu disparais. Tu sens juste que tu es fatigué tout le temps. La dynamique est silencieuse, mais dévastatrice. Parce que le problème n'est pas de valider ce qu'elle ressent. Le problème est d'invalider ce que tu ressens, ce que tu vis. Ce dont tu as besoin, c'est une mathématique affective inégale, où la souffrance de l'une devient priorité et celle de l'autre un obstacle. Et dans ce scénario, toute tentative d'équilibre sonne comme de l'égoïsme, comme de la froideur, comme du manque de respect. Le rôle de soignant émotionnel devient obligatoire, et ton propre soin devient un luxe que tu n'as jamais le temps d'accéder. Quand le malaise de quelqu'un vaut plus que le tien, la relation n'est plus un échange. C'est de l'obéissance émotionnelle. Et à chaque fois que tu renonces à t'écouter pour éviter son inconfort, tu livres un morceau de ton identité, jusqu'à ce qu'il ne reste que la version modelée pour ne pas déranger. Personne ne naît en sachant manipuler. C'est un art appris en silence, souvent dès l'enfance, quand les mots blessent plus que les cris et les affections viennent avec des conditions cachées. Manipuler n'exige pas de méchanceté, ça exige de la survie. Et c'est pour ça que, dans bien des cas, elle est aussi victime de ce qu'elle reproduit aujourd'hui. Sa manipulation a pu naître de la douleur, mais elle est quand même devenue une arme. Peut-être qu'elle a grandi dans un environnement où dire la vérité générait une punition, où l'amour allait et venait selon la performance émotionnelle, où il fallait se modeler pour être accepté, cacher ses faiblesses pour ne pas être attaqué, inverser les paroles pour se protéger. Petit à petit, elle a appris que le contrôle était la seule forme de sécurité, que dominer le rythme des émotions était une façon d'éviter l'effondrement. Et alors, même sans s'en rendre compte, elle est devenue experte en détournement, en protection de sa propre image, en inversion de récit, pas pour blesser, mais pour ne pas être blessé. Le problème, c'est que ce mécanisme, quand il est transféré dans les relations intimes, détruit ce qu'il y a de plus précieux, l'honnêteté affective. Et celui qui vit avec quelqu'un comme ça commence à sentir, sans savoir pourquoi, qu'il marche toujours sur des éclats, toujours à devoir prouver qu'il n'est pas une menace. Tu commences à percevoir qu'il y a quelque chose qui cloche, mais tu hésites au nom de son passé. Tu penses, elle est comme ça à cause de ce qu'elle a vécu. Elle ne sait pas communiquer autrement. Et c'est là que le jeu change. Parce que maintenant, tu n'acceptes pas seulement la manipulation, tu la protèges, tu la justifies. Tu te mets dans le rôle de sauveur, en croyant que l'amour peut guérir ce qu'elle ne veut même pas voir. Mais il y a une limite entre empathie et auto-abandon. Comprendre le passé de quelqu'un ne peut pas servir d'excuse pour effacer ton présent. Toute douleur ne justifie pas la répétition de la douleur. Tout trauma n'est pas un passeport pour blesser ceux qui viennent après. Parce que ce qui a été appris peut être désappris, mais seulement quand il y a conscience. Et si elle n'a pas encore vu son reflet dans le miroir, c'est peut-être parce que tu te tiens debout, entre elle et la glace. Il y a des moments où tu parles, et tu sens que tu es écouté, mais quelque chose dans l'air reste bizarre. La réponse est trop rapide, trop polie, ou trop vague, comme s'il y avait de l'écoute, mais sans creuser. Le son de tes mots résonne dans l'espace, mais ne trouve pas de corps pour les accueillir. Et alors surgit le doute. Est-ce qu'elle t'écoute vraiment? Ou est-ce qu'elle t'observe pendant que tu parles avec elle-même? Être présent n'est pas la même chose qu'être disponible. Il y a des gens qui restent là, devant toi, en te regardant dans les yeux, en répondant avec des phrases apparemment correctes, mais dont l'attention est ailleurs. Et cet ailleurs, c'est elle-même. Parce que chaque parole de ta part est filtrée, décodée.
réorganisée selon ce qu'elle veut garder intact. Son récit, son rôle, sa version. Et toi, tu deviens décor. Tu es là pour qu'elle puisse se reconnaître, se protéger, se réaffirmer. Ce que tu ressens devient accessoire. Ce que tu penses devient bruit. Ce que tu essaies de construire devient fond de scène pour qu'elle continue l'histoire qu'elle a écrite seule, bien avant que tu arrives. Et à chaque fois que tu essaies de rompre ce script, elle réécrit tes gestes avec de nouveaux mots, qu'elle choisit elle-même, qu'elle comprend elle-même et que tu n'as pas dit. C'est à cet endroit que l'écoute devient une performance. Un théâtre où le dialogue n'existe que pour maintenir l'apparence de réciprocité. Mais en pratique, tu parles à un mur bien décoré, une présence esthétique, un reflet où tu n'existes que tant que tu ne menaces pas le focus de la caméra. Parce qu'au fond, il n'y a pas d'intérêt pour ce que tu dis. Il y a de l'intérêt à garder le contrôle sur ce que ta parole représente. Et c'est pour ça que, même après de longues conversations, tu sors fatigué, vide, avec la sensation d'avoir trop parlé et d'avoir été trop peu compris. Parce que ce qu'elle absorbe, ce n'est pas ton contenu, c'est ce qu'elle peut en faire. Adapter, déformer, ignorer, utiliser. Transformer ta parole en point de plus pour renforcer le rôle qu'elle a décidé de jouer. Et si tu es arrivé jusqu'ici, tu as probablement remarqué que ce genre de réflexion est dur à trouver ailleurs. Alors, si tu veux continuer à plonger dans ce type de contenu, profite maintenant pour t'abonner à la chaîne et liker cette vidéo. Ça nous aide à garder cette conversation vivante. Au final, toute cette danse silencieuse, les inversions, les silences, les fuites, les jeux, ne survivrait pas si elle ne trouvait pas quelqu'un prêt à danser avec. Et ce n'est pas de la faute, c'est du code, c'est de l'histoire non résolue, c'est une blessure ancienne qui pulse encore. Parce qu'accepter de vivre là où ta douleur n'a pas sa place, où ta parole n'a pas d'écho, où ta présence est tolérée mais pas accueillie, exige une déconnexion profonde avec ta propre vérité. Rester dans cette position, même en voyant les distorsions, révèle un schéma, peut-être appris, peut-être hérité, peut-être répété. Un schéma de se taire soi-même au nom de la paix, de protéger l'autre au lieu de se protéger soi, de trop s'expliquer, de se rapetisser pour rentrer, de supporter l'inconfort, dans l'espoir qu'un jour, peut-être ça change. Mais ce qui est répété ne change pas, à moins que tu changes d'abord. Cette dynamique en dit long sur elle, oui, sur les mécanismes qu'elle a développés, sur les défenses qu'elle n'a pas abandonnées. Mais elle en dit encore plus sur ce que tu as accepté comme normal, sur ce que tu considères comme amour, sur ce que tu as appris à appeler connexion. Parce que quand l'affection vient toujours avec doute, culpabilité, tension ou auto-annulation, ce n'est pas de l'amour qui est offert, c'est de la dépendance déguisée en lien. Et ici, peut-être, se trouve le choix le plus dur, continuer à négocier des miettes au nom d'une proximité toxique, ou briser le cycle. Et briser ce cycle n'est pas confronter l'autre, c'est se reconnecter à soi-même. C'est écouter ce que tu ressens sans demander la permission. Valider ta douleur sans avoir besoin qu'elle soit acceptée par quiconque. Se rappeler que présence ne veut pas dire réciprocité, et que l'amour vrai ne te demande jamais de disparaître petit à petit. Et si cette réflexion t'a fait voir quelque chose différemment aujourd'hui, reste dans le coin. Il y a d'autres vidéos qui apparaissent sur l'écran maintenant, et l'une d'elles pourrait être exactement ce que tu as besoin d'entendre en silence.